c'est une pathologie difficile à explorer, qui est l'électro-hypersensibilité. Mais aujourd'hui, c'est une urgence sanitaire, donc il faut vraiment qu'on puisse effectivement en parler librement. L'électro-hypersensibilité, comme la maladie de Lyme chronique, sont pour moi des maladies environnementales et elles sont mal évaluées par notre système de soins qui pousse ces pathologies vers la psychiatrisation. Or, pour moi, c'est extrêmement important de dire et de redire que ces maladies n'ont rien à voir avec des maladies mentales. Elles sont difficiles à comprendre par les médecins parce qu'effectivement, il y a un manque de formation réelle en biophysique. Et donc, c'est une véritable mutation des études de médecine qu'il va falloir envisager. Et ça sera la tâche du professeur Bellepomme. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est de comprendre que les découvertes les plus récentes en biologie montrent que tous les organismes vivants, et en particulier le corps humain, sont le siège de champs électromagnétiques spécifiques en interaction avec des mécanismes biochimiques. En particulier, les cellules communiquent entre elles par des champs électromagnétiques extrêmement faibles, de l'ordre de 10 puissance moins 24 watts, qui jusqu'alors étaient indétectables. Nous comprenons donc pourquoi, très aisément, les champs électromagnétiques environnementaux, qu'ils soient naturels ou artificiels, influencent les phénomènes électriques et électromagnétiques du fonctionnement des organismes vivants et peuvent donc provoquer des effets biologiques. Cette compréhension a d'ailleurs débouché dans des pays comme la Russie ou l'Allemagne ou aux États-Unis sur des thérapies par champs électromagnétiques qui peuvent soigner effectivement des états inflammatoires ou des états infectieux sans aucun autre médicament. Donc c'est une petite révolution qui se fait. Par contre, si vous voulez, nous, on est en train de découvrir cette merveilleuse, toutes ces découvertes en passant par les effets secondaires de l'utilisation abusive des champs électromagnétiques, c'est-à-dire la maladie d'électro-hypersensibilité et toutes les autres maladies environnementales. C'est exactement ce qui s'est passé au début quand on a découvert les rayons X. Alors l'électro-hypersensibilité, donc pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une urgence sanitaire. Et les électro-hypersensibles, qui sont de plus en plus nombreux en France, représentent pour moi ce qu'on appelle des sentinelles environnementales, indiquant très clairement que la densité de champs électromagnétiques dans notre environnement dépasse les mesures acceptables par le corps humain. En tout cas, l'électrosensibilité n'est pas du tout un phénomène nouveau. Il faut savoir que tous les pionniers, ingénieurs, chercheurs, médecins qui ont travaillé sur les champs électromagnétiques et sur l'électricité ont eu des symptômes comparables. Par exemple, l'exemple de Nikola Tesla, l'exemple de Georges Lakhovsky. On raconte effectivement que Nikola Tesla, à un moment de sa vie, a été alité. Il était sur un lit avec des cales en caoutchouc. Il ne supportait plus aucune vibration, aucune lumière. Même le tic-tac d'une montre le faisait sauter au plafond. Il avait des accélérations cardiaques. Il était donc dans le noir. La plupart des médecins avaient posé un pronostic en disant qu'il allait décéder. Et finalement, il s'en est sorti tout seul. Mais effectivement, il a eu ce phénomène d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques, qui est donc le fait des électrosensibles aujourd'hui. Donc, les électro-hypersensibles se caractérisent donc par cette hypersensibilité à toutes les formes de rayonnement. Ça peut être des rayonnements électriques. Moi, j'avais une patiente, elle ressentait une douleur quand sa mère ouvrait la plaque de la cuisinière électrique à 3 pièces de là. Vous avez toute forme de sensibilité, des gens qui ne supportent absolument pas la lumière électrique, qui ne supportent pas
Bien sûr, les portables, les antennes relais, etc. En tout cas, ce qui caractérise, si vous voulez, c'est... alors, il peut y avoir toutes sortes de douleurs. La première chose qu'un électro-hypersensible vous dit, c'est qu'il ressent les ondes. Donc, c'est pour ça qu'au départ, beaucoup ont été d'ailleurs psychiatrisés, parce que quand vous dites à un médecin que vous ressentez les ondes, en général, il vous prend pour un paranoïaque et vous allez directement chez le psychiatre qui vous met des neuroleptiques en route, du Risperdal, etc. Or, et au début, avec le professeur Bellepomme, on a beaucoup œuvré pour faire sortir des électro-hypersensibles qui étaient en psychiatrie, et ne croyez pas que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est monnaie courante. Alors les ondes sont ressenties très différemment par chacun. C'est pour ça qu'au début, il fallait recueillir un peu toutes ces données. Et donc certains ressentent des coups d'électricité dans la tête, en particulier quand ils approchent un portable. Hein, c'est bien plus que de la chaleur, c'est vraiment des douleurs aiguës. Hein, ça peut être dans la bouche aussi, surtout s'il y a une dent. Hein, les problèmes dentaires sont réels. Moi, j'ai vu des personnes pleurer de douleur avec des problèmes de dents métalliques en bouche qui effectivement faisaient antenne. Et donc ça, c'était urgent de retirer la dent métallique. Les plombages aussi, dans un deuxième temps, les amalgames. Des personnes se plaignent effectivement de coups, de douleurs lorsqu'elles touchent un ordinateur ou n'importe quel autre appareil. Il y a des pertes de mémoire, de concentration. Les maux de tête donc, sont majeurs, surtout chez les enfants. C'est même souvent le seul symptôme qu'on va trouver chez les petits. Ils se plaignent d'avoir mal à la tête. Et d'ailleurs, quand vous prenez le TGV, moi ça m'a souvent frappé de voir tous ces enfants qui hurlent et les mamans se retrouvent obligées d'aller dans les fameuses plateformes qui sont aménagées pour les gens qui normalement devraient y téléphoner. Hein, sauf que et dès que le TGV s'arrête et qu'elle sorte, on voit les bambins rigoler, etc. Le martyre est terminé. Donc, des maux de tête, mais il peut y avoir aussi toutes sortes d'autres douleurs, musculaires, articulaires. Des fois, vous aviez des plaques rouges qui apparaissent sur le cou. Hein, donc, mais ça peut être aussi des picotements, des fourmillements, notamment au niveau du visage, au niveau des mains. Hein, quand les personnes utilisent leur téléphone portable. Et on a vu toutes sortes de troubles, en particulier des troubles oculaires, dont on ne parle pas assez, hein, avec des fois des hémorragies, des conjonctivites hémorragiques, des rétinopathies. Les douleurs d'oreille, les acouphènes, là aussi, sont également extrêmement répandues. Et puis, des douleurs cardiaques. Donc ça aussi, des palpitations. Et moi, j'avais une patiente, donc j'aime bien raconter ce cas-là. C'était une femme qui était artiste, qui travaillait chez elle. Et je l'ai soignée pendant 2 ans. Et au départ, elle venait pour de la spasmophilie. En général, la spasmophilie, moi, je traite par acupuncture. Ça se passe très vite, en 3 séances. Là, pas du tout. Après, elle a fait des douleurs articulaires multiples. Donc, on a fait des radios. Ça n'a jamais rien donné. Et puis, au final, elle a commencé à avoir des douleurs cardiaques, et notamment comme des coups de couteau, me disait-elle, dans le cœur, en pleine nuit. Donc, elle a atterri aux urgences à Ambroise-Paré. Elle a eu toutes sortes d'examens qui n'ont absolument rien montré. Et puis, un jour, je la vois arriver, grand sourire. Elle me dit, écoutez, c'est incroyable, je n'ai plus rien. Tous mes symptômes ont disparu, mais je n'ai vraiment plus rien. Et je peux même vous dire le jour et l'heure. Alors, le jour et l'heure, c'est le moment où ils ont démonté l'antenne relais en face de chez elle. À ce moment-là, tous ces troubles ont disparu. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, comme Nikola Tesla, certains ne supportent absolument plus la lumière électrique non plus, donc vivent dans le noir, à la bougie. Toutes ces personnes, si vous voulez, se caractérisent par le fait que lorsqu'elles ne sont plus dans le milieu électromagnétique, quand elles vont se balader en forêt, ou quand elles sont dans un endroit qui est relativement protégé, elles ne souffrent plus, elles ne ressentent plus les troubles dont elles m'ont parlé auparavant. En tout cas, être électrosensible aujourd'hui, c'est quand même une grande souffrance. C'est des personnes qui ne peuvent pas prendre les transports en commun. Souvent, ils viennent donc à pied à mon bureau pour me consulter, hein, où ils sont enveloppés dans des tissus. Donc, tout ça est extrêmement pénible. Et donc, c'est des personnes qui... en général, des fois, ont déménagé 40 fois, quoi. On voit bien qu'ils cherchent vraiment un endroit
pour être à l'abri. Hein, c'est des personnes qui, effectivement, certes, on a dit qu'ils étaient psychiatriques. Alors, c'est une maladie chronique, n'importe quelle maladie chronique, à la longue, quand vous souffrez, à la fin, ça vous tape sur le système. Donc, effectivement, les électro-hypersensibles, ils ne sont pas dépressifs au départ, mais ils peuvent le devenir à la longue. Hein, c'est des gens qui sont fatigués de ne pas dormir, donc ils sont irritables. Tout ça est tout à fait possible et compréhensible. Et d'ailleurs, c'est des consultations qui prennent beaucoup de temps parce qu'il faut écouter, c'est des plaintes, et il faut aussi comprendre quels sont les phénomènes qui les aggravent. Parce que comme vous verrez, c'est pas seulement une allergie. C'est vrai qu'avec le professeur Bellepomme, au départ, on s'est dit, bon, ils sont en présence des champs électromagnétiques, ils souffrent, ils ne sont pas en présence des champs électromagnétiques, donc ils vont mieux. Donc ça ressemble bien à une allergie. Que vous soyez allergique au pollen, aux fraises ou aux champs électromagnétiques, c'est sûr que dès qu'on enlève l'allergène, la personne va mieux. Donc ça, c'était une hypothèse sur laquelle on a travaillé. On s'est aperçu qu'effectivement, il y avait d'autres choses qui pouvaient intervenir. En particulier, des gens qui avaient eu des traumatismes crâniens, des accidents de voiture, qui avaient eu donc des gros chocs. On pouvait considérer qu'il y avait une nette amélioration quand il y avait un travail ostéopathique qui était fait. Tous les problèmes dentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, les amalgames, les dents métalliques, en fait, il y a des problèmes des fois de bimétallisme, hein, c'est-à-dire que ça fait un peu comme une espèce de circuit électrique en bouche, extrêmement désagréable, et aussi qui peut être potentialisé par éventuellement des allergies aux métaux. C'est-à-dire que de fait, qu'il y ait ce courant électrique, il y a des personnes qui sont devenues allergiques au mercure, allergiques à l'aluminium, par exemple. Effectivement, ça fait partie des composants des amalgames. Et donc là encore, ça en rajoutait une petite couche. Et puis, en troisième aussi cause que j'ai retrouvée, c'était la possibilité qu'il y ait un état infectieux, qui soit intriqué avec l'électro-hypersensibilité. Et ça, je vais vous expliquer après par quel phénomène. Donc, ces états infectieux, c'était la borréliose et la bartonellose, dont vous entendez maintenant parler de plus en plus, parce qu'effectivement, il y a une véritable pandémie mondiale au niveau de ces maladies qu'on appelle des maladies infectieuses froides. Et malheureusement, il n'y a pas que la borréliose, il y a d'autres pathogènes. Et pour ne citer que Borrelia, Bartonella, Babesia, il y a aussi les ehrlichioses, les rickettsioses, les néorickettsioses, et en plus, mycoses, virus et parasites. Donc, tout ça, pour moi, peut être pris, on peut comprendre, si vous voulez, cette situation aussi, par l'augmentation des champs électromagnétiques environnementaux qui gênent tous les êtres vivants. Donc, si vous voulez, il n'y a pas que l'humain qui est dérangé. Les animaux sont dérangés, les végétaux sont dérangés. Il y a de plus en plus de pathologies dans le monde qui nous entoure. Voilà. Alors, au départ, qu'est-ce qu'on a fait comme investigation, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des tests biologiques que l'on peut faire. Donc à l'époque, moi je travaillais sur un bouquin américain qui s'appelle The Nutrients Power de Bill Walsh et qui parlait effectivement de l'histamine. Et j'ai utilisé ce test de l'histamine quand j'ai vu les premiers électrosensibles arriver et je l'ai donc utilisé. Et à ma grande stupeur, énormément de patients avaient effectivement une histamine élevée. Et après, quand on a fait l'étude avec le professeur Bellepomme en 2009-2010, on s'est aperçu que effectivement ce taux d'histamine était dans 42% des cas très élevé. Et je pense que c'est un des meilleurs biomarqueurs de l'électro-hypersensibilité. Dieu merci, ce n'est pas le seul. Donc il y a d'autres. Donc il y avait les protéines de choc thermique, il y avait la S100B qui est un marqueur d'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Il y avait la CRP ultrasensible. Et puis, donc après, il y en a eu d'autres, je ne vais pas tous vous les énumérer. Et puis, il y a eu surtout l'encéphaloscan. L'encéphaloscan, pour moi, était certainement un des examens les plus intéressants. En tout cas, je travaillais dessus, moi, avec ce test sur les migraines. Et si vous voulez, quand les électro-hypersensibles sont arrivés en disant qu'ils souffraient de migraines atroces, que rien ne pouvait soulager, parce que ça aussi, c'est une caractéristique particulière, c'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les médicaments indiqués dans les migraines, il n'y en a pas un seul qui est efficace sur ce type de migraines, qui sont permanentes, qui sont vraiment
des summums de douleur. Et donc, dans cet examen que j'utilisais pour faire les explorations des migraines, les résultats qui sont revenus étaient exactement l'opposé de ce que je voyais habituellement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cerveau très inflammé, comme on le voit donc dans les migraines classiques, on avait au contraire un cerveau qui était complètement bleu et jaune, c'est-à-dire il n'y avait pas de vascularisation, c'était une hypovascularisation. Et à ce point-là, si vous voulez, j'avais jamais vu. Donc effectivement, quand le professeur Bellepomme m'a demandé quel test je faisais, je lui ai parlé de l'encéphaloscan. Et l'encéphaloscan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait donc eu des examens qui avaient été faits sur la circulation cérébrale avec des champs électromagnétiques. Au microscope électronique, ce qu'on voyait, c'était un empilement des globules rouges, ce qui correspondait effectivement à ces images d'hypovascularisation qu'on voyait à l'encéphaloscan. Donc pour moi, ça corroborait parfaitement les images qu'on voyait. Si vous voulez, là aujourd'hui, je suis extrêmement inquiète parce que je soigne quand même pas mal de patients électrosensibles depuis maintenant plusieurs années. Et ce que je voyais, c'était quand même qu'avec tous les traitements qu'on mettait en place, il y avait une bonne amélioration, petit à petit, ça s'arrangeait. Et là, depuis à peu près 1 an, je suis très ennuyée parce que les personnes refont des encéphaloscans qui sont moins bons que ceux qu'ils faisaient auparavant. Ce qui, pour moi, est un indicateur. C'est pareil, il y a à nouveau des marqueurs, des biomarqueurs qui s'élèvent alors qu'ils étaient mieux. Et donc, pour moi, il y a un processus environnemental qui est en train de s'aggraver. Et donc, il faut absolument tirer la sonnette d'alarme. Et donc, je vais vous donner là quelques cas bien typés des patients que je vois depuis 1 an pour que vous compreniez, que vous saisissiez la gravité de la situation que nous sommes en train de vivre. Je vais vous donner le cas d'une dame qui, effectivement, est venue me voir il y a quelques mois. Et donc, les cas que je vais vous donner, c'est effectivement, comme disait Maxence Layet très justement tout à l'heure, c'est lié aux conditions de travail. Donc, c'est vraiment le monde du travail qui est en train de devenir très toxique. Et par exemple, j'avais un ami qui est neurologue, qui travaille dans un service de neurologie, et quand il a appris tout ce que je faisais, il m'appelle et il me dit « Mais est-ce que tu crois que le fait d'avoir mis mon téléphone portable dans ma poche de blouse sur le cœur, ça a pu déclencher l'arythmie que j'ai, parce que depuis 3 ans, je suis traitée par anti-arythmique ». J'ai dit oui, bien sûr, pour moi ça me paraît tout à fait possible. Et du coup, il me dit, mais alors comment on fait? Parce que moi maintenant j'ai 2 téléphones portables, un dans chaque poche, je suis entourée, j'ai 3 DECT, et puis il y a la Wi-Fi partout, y compris dans les chambres des patients à l'hôpital. Et ça devient quelque chose d'extrêmement difficile pour les électro-hypersensibles, c'est qu'il y a un tel degré de rayonnement électromagnétique dans les hôpitaux que la plupart ne peuvent pas être hospitalisés. Ils ne peuvent pas rester dans une chambre d'hôpital. Et donc ça devient là aussi quelque chose de complexe à prendre en charge. Donc voilà. Et donc le cas dont je voulais vous parler, c'est une dame qui est âgée de 39 ans, qui travaillait dans une grande entreprise à Paris. Elle était en pleine santé, jamais aucun problème, elle n'avait pas de portable, elle n'avait pas d'antenne relais à côté de chez elle, tout allait bien, jusqu'au jour où, en décembre 2014, ils sont venus installer 4 antennes 4G à 90 mètres de son bureau, donc vraiment juste en face. Et à partir de là, en l'espace d'1 mois, elle a développé des troubles qui étaient absolument spectaculaires. Donc le 15 janvier, soit 1 mois après le début de la mise en route des antennes 4G, elle ressent des picotements au niveau du visage, des mains, puis de violents maux de tête alors qu'elle n'avait jamais souffert de migraine, puis des vertiges apparaissent et des cloques de lymphe qui apparaissent aussi au niveau des poignets et des chevilles, et un érythème de tout le corps, c'est-à-dire qu'elle était comme brûlée. Le cœur devient irrégulier, sa tension baisse à 9,5, elle présente des malaises et de la tétanie. Des visiteurs extérieurs qui viennent dans son bureau disent également ne pas se sentir bien.
Puis, elle a des sensations d'oreilles bouchées, elle a du mal à entendre, elle a des difficultés à marcher, elle se tient au mur car elle a une sensation de tanguer, elle perd l'équilibre par moments, jusqu'au jour où elle en a tellement assez qu'elle quitte son travail qu'elle adorait. Et là, effectivement, elle a fait plein d'examens médicaux, évidemment, des électrocardiogrammes, je vous passe, des examens neurologiques, glycémie, tout normal. Donc absolument aucune anomalie dans ses bilans. Une de ses collègues revient de vacances, elle avait passé 3 semaines de vacances à l'étranger, et elle déclenche après 48 heures dans son bureau, qui était du même côté, donc la même façade, elle présente les mêmes symptômes. Problème de peau semblable à des brûlures, puis tous les vaisseaux sanguins ont claqué au niveau du visage et des bras. Et petit à petit, ils ont eu 26 collègues qui étaient du même côté du bâtiment qu'elle, qui ont eu des symptômes de la même gravité. Alors le CRIREM est venu faire des mesures et ils ont trouvé effectivement un taux qui était à 6 voltmètres, donc bien au-delà des normes européennes. Alors la problématique de cette dame ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'elle a voulu aller se reposer dans la maison de campagne de ses parents, et puis en Bretagne, et sitôt arrivée, eh ben, elle ne se sent pas bien. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un appareil Veolia qui est effectivement à l'entrée du jardin et qui émet. Hein, c'est une tête émettrice GSM, un peu comme celle qu'on va avoir avec les compteurs Linky, n'est-ce pas? Donc, elle m'a signalé donc, que beaucoup de ses collègues qui, eux, ont continué à aller dans leur bureau, parce qu'elle, elle a craqué, mais les autres ont voulu absolument continuer leur travail, avaient développé des accidents vasculaires cérébraux, des troubles auditifs ou neurologiques. Donc, quand même, situation pour moi très grave. Par rapport à la toxicité de l'exposition sur le lieu de travail, il faut noter aussi que beaucoup de personnes qui travaillent en open space, ça c'est archi classique, se retrouvent avec des phénomènes d'électro-hypersensibilité quand on les déplace près des bornes Wi-Fi. C'est-à-dire que pendant 10 ans, ils ont travaillé dans le même espace sans avoir aucun souci. Le jour où on les déplace près de la borne Wi-Fi, là, ils déclenchent une électro-hypersensibilité terrible. Et je veux rapporter aussi le cas d'une hôtesse de l'air. Donc ça, c'est un cas un peu particulier parce que cette personne n'était pas électro-hypersensible. Elle travaillait donc dans un aéroport comme hôtesse d'accueil et elle a eu donc un anévrisme cérébral qui a été opéré en urgence parce qu'il s'était fissuré. Et quand je lui ai demandé comment elle travaillait, quel était son poste de travail, elle me dit, vous savez, la borne Wi-Fi, elle est juste sous mon bureau, au niveau du comptoir. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui viennent, qui posent des questions, puis soudain, pouf, ils s'évanouissent. Ah bon? Donc, voilà. Donc, c'était... et après, donc, je dis, mais vous n'êtes pas toute seule à ce bureau. Le reste de l'équipe va comment? Elle me dit, il y en a 2 qui sont décédés de cancer du cerveau. Il y en a une qui a un cancer, je vérifie. Il y en a une qui a un cancer du sein qui est métastasé maintenant au cerveau. Et puis il y en a un 4e, il a un kyste bénin. Donc, pour vous dire qu'effectivement, et personne ne s'inquiète de la situation. Tout ça, et effectivement, je vous dis, c'est au cours d'un interrogatoire, on découvre la situation. Alors, maintenant, il faut que je fasse un peu vite. J'aurais voulu parler des enfants quand même, ça me tient beaucoup à cœur. Les enfants, si vous voulez, ils se plaignent donc de maux de tête, on a vu, mais il y a des fois aussi des choses beaucoup plus graves. Moi, en 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu d'enfants avoir des AVC. Or, en fait, maintenant, du fait que les adolescents dorment souvent avec leur portable sous l'oreiller, c'est une pathologie qu'on voit apparaître chez des jeunes. Et ça, les accidents vasculaires cérébraux, excusez-moi, il y en a plein en ce moment. Pour moi, c'est très clairement lié à l'utilisation du portable comme ça, au niveau de la tête. Vous voyez, tout le monde le fait encore, même si on donne des informations. C'est difficile. Et les enfants petits, si vous voulez, les tout petits, c'est vrai qu'on m'a amené là récemment un enfant qui était classé autiste par tout un aéropage de spécialistes. Et puis finalement, la maman me dit, voilà, la maîtresse dit qu'il a les yeux dans le vague, qu'il ne lit pas de conversation avec les autres enfants, il ne dit pas de grands mots, etc.
Et puis ce petit bonhomme de 3 ans, ben, je lui souris, il me sourit, je le regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux, je lui pose une question, il répond. Je dis à la mère, mais votre enfant, il n'est pas du tout autiste. Elle me dit, ah oui, oui, c'est vrai, il est beaucoup mieux depuis qu'on lui a retiré la tablette, parce qu'on a son oncle qui est électrosensible et qui nous l'a conseillé. Voilà. Hein, donc ça, c'est des choses, si vous voulez, et l'autisme est en pleine explosion, donc il faudrait peut-être déjà commencer par supprimer les tablettes aux enfants. En tout cas, c'est urgent d'appliquer le principe de précaution et de prévenir effectivement le système scolaire, les parents, de la dangerosité réelle des tablettes, des téléphones, de la Wi-Fi chez les tout-petits. Hein. Et également de prévoir une prévention pour les femmes enceintes, comme l'a très bien expliqué Maxence. En tout cas, quelles sont les hypothèses? Parce que donc je suis censée vous parler des solutions, mais les hypothèses d'explication de cette électro-hypersensibilité, donc il y a eu une étude énorme qu'a fait le professeur Bellepomme avec plus de 1500 cas, donc tout ça c'est bien étayé. Le professeur Martin-Pah, lui, évoque une stimulation des canaux calciques voltage dépendants, ce qui entraîne, si vous voulez, une libération, une rentrée massive du calcium dans la cellule, qui également entraîne un stress oxydant, si vous voulez, avec une fabrication massive de radicaux libres qui crée un état inflammatoire local. Ces radicaux libres, eh ben, on est très inégaux, si vous voulez, face à ça. Hein. Ça, c'est les processus de détoxification. Ça s'apparente également à des problèmes de polymorphisme génétique. Vous avez ceux qui détoxifient très bien et puis ceux qui détoxifient pas du tout ou très mal. Eh bien, ceux qui détoxifient pas du tout ou très mal, ce sont effectivement les candidats à l'électro-hypersensibilité. Parce que là, effectivement, ils vont avoir beaucoup de mal à éliminer ces radicaux libres qui créent donc une espèce de cercle vicieux. Et si vous voulez, quelque part, cette accumulation de radicaux libres entraîne une baisse du système immunitaire. Et d'après donc le professeur Montagnier, vu qu'il y a également une ouverture de la barrière hémato-encéphalique, la voie des germes est ouverte. Et donc des bactéries peuvent tout à fait s'installer dans le cerveau et créer là à nouveau des états inflammatoires qui vont encore renforcer la sensibilité au champ électromagnétique. En tout cas, si vous voulez, quand on discute avec le professeur Montagnier, lui, très clairement, vous dira, eh bien voilà, donc à force d'avoir ces états inflammatoires chroniques, il y a la possibilité que ça dégénère en maladie de Parkinson, Alzheimer. L'autisme peut aussi s'expliquer de cette façon. On peut avoir effectivement des pathologies neurodégénératives, et c'est ce qu'on explore donc avec mon groupe Chronimed. En tout cas, les solutions thérapeutiques, si vous avez bien suivi, c'est effectivement de retirer les amalgames dentaires et les dents métalliques qui posent problème en bouche. Ça, c'est extrêmement important. Il faut également prendre des antioxydants. Et j'ai envie de dire, quand vous détoxifiez pas bien, eh ben, c'est des antioxydants à vie. Il y en a plein, c'est le glutathion, c'est la papaye fermentée. Hein, donc, réparer le cerveau et la barrière hémato-encéphalique, donc ça, on est tous en train de plancher dessus. Et le professeur Bellepomme, déjà, avec tout ce qu'il donne, il y a des résultats extrêmement intéressants. Et les traitements anti-infectieux, oui, bien sûr, ils sont intéressants. C'est donc là-dessus qu'on travaille avec le professeur Montagnier quand on note la présence de borréliose et de bartonellose chez les électro-hypersensibles. Ça amène effectivement une bonne amélioration. Et puis, j'ai envie de dire, la solution, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand même se protéger. Voilà. Et je rajouterais quand même, parce que c'est un petit peu la chose qu'on avait vue, les premiers électrosensibles, si vous voulez, qu'on a vus il y a 20 ans aux États-Unis, c'était des gens qui effectivement se réfugiaient près de leur piscine ou près de leur baignoire remplie d'eau, parce qu'effectivement, là, ils disaient qu'ils étaient bien. Et l'eau est une solution. L'eau est une mise à la terre naturelle. Donc, boire de l'eau, au moins 1,5 litre, 2 litres par jour, une eau naturelle, pas trop minéralisée, faire effectivement passer les mains sous l'eau souvent, c'est ce qu'ils disaient en Australie, et effectivement nager, être le plus possible dans l'eau, prendre des bains, des douches. En tout cas, l'eau est une solution extrêmement importante. Merci. Merci.
Merci beaucoup.